Bien, je vais commencer. Je vais me présenter. Donc, je suis parquetier, c'est-à-dire que je travaille au tribunal de grande instance de Limoges depuis maintenant 7 ans, 8 mois et 7 jours. Je vais vous évoquer, on va partir de la pratique, ce que j'ai entre les mains. Le travail de parquetier, c'est une gestion de flux, c'est-à-dire des écrits. Alors, ces écrits, ce sont des procédures, des enquêtes, des expertises, des réquisitoires et un certain nombre d'éléments qui sont transmis par des plaignants, par diverses administrations. Colette disait « Tout ce qu'on écrit finit par devenir vrai ». Et on se rend compte dans certaines plaintes que certaines victimes ou certains témoins croient à ce qu'ils disent, mais ne trouve pas l'adhésion de celui qui va écrire et qui va formater cette audition. Et on a dans certaines auditions des éléments qui laissent penser qu'il y a un décrochage entre celui qui va retranscrire et le vécu de la personne. J'ai quelques exemples, je pourrais en parler tout à l'heure, illustrer, et où celui qui écoute dit « Mais êtes-vous bien sûr, ce n'est pas cohérent à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il y a un quart d'heure, mais on est dans un récit. » Alors, ce qu'il faut voir dans le thème qui nous avait préoccupé, que l'on devait traiter depuis pas mal de temps, c'est celui de la marge. Alors, je crois que cette marge, dans ma pratique, dans la pratique de magistrat, c'est d'abord un temps qui est réduit, traitement en temps réel, on parle de plus en plus de TTR, traitement en temps réel. Il y a une urgence qui façonne l'énoncé juridique. Cette marge, elle s'inscrit aussi dans un espace circonscrit, une compétence géographique. Je ne m'intéresse pas à tout ce qui se passe en dehors du département, une compétence liée au département. Et ensuite, limiter cette marge à des faits qui sont ramenés à une incrimination juridique, à un aboutissement judiciaire prévisible. Donc cette marge, vous l'avez compris, elle est perçue comme négative. Ce sont d'abord des imprécisions, ce qu'on appelle les marges d'erreur, les marges d'appréciation. Ce sont des investigations trop larges. Il faut réduire les marges parce que c'est un surcoût financier, c'est un manque de pertinence, c'est un manque d'efficacité. La loi de finances est là pour nous rappeler que tout a un coût, y compris le service de la justice. Donc on peut s'interroger, et ça va être l'objet de notre échange, sur quelle marge pour le juge, quel espace d'écoute pour ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas rapporté. Il y a un défaut de philologie ou un excès de pragmatisme chez le juge actuel. Au vu de ces éléments, le juge peut légitimement s'interroger dans son fort intérieur sur ce qu'est réellement sa marge, sur sa marge de liberté, sur ce qu'est sa marge d'erreur. Certains appellent ça la qualité, sa marge de manœuvre, sa marge de réflexion, sa marge de temps, sa marge de sécurité. Cette marge, elle a un coût. C'est la marge bénéficiaire, je dirais, de toutes les procédures rapides ou alternatives. La littérature, dans sa relation également avec la marge, permet d'aborder autrement ce questionnement. La littérature apporte la qualité d'utopie, d'imagination pour trouver des solutions à des problèmes juridiques. La littérature n'est pas encore au programme de l'ENM, où semble-t-il désormais on voulait, je parle à l'imparfait, développer l'humanisme des juges. Je crois il ne faut pas confondre. Quand j'ai découvert cette profession, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de cynisme pour certains, peut-être parce qu'ils avaient voulu écrire, dans certains énoncés, dans certaines manières de libeller les textes, les jugements, etc. C'est une forme sans doute de défouloir. J'en ai quelques exemples. J'en prends un au hasard. C'est un juge de proximité du mois de Toulon, 26 mai 2004.
Ça a été cassé par la Cour de cassation en septembre 2006. Voilà ce qu'écrivait le juge de proximité. Il voulait condamner une dame Mathieu, et je cite, « La piètre dimension de la défenderesse, qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi, sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté, comme ici Madame Mathieu, dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément, du moins jusqu'à ce jour. Les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle, nécessitant la mise en œuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement. » La Cour de cassation a rappelé qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec les exigences d'impartialité, le juge violait le texte susvisé. Voilà une manière de se défouler. C'est une forme de littérature qu'on trouve dans que j'ai aussi fait à un moment donné. Maintenant, je fais du footing. Mais en 82, on trouve aussi une décision, c'est un enlèvement de mineurs. Et c'est un peu plus amusant, c'est un peu plus long, je vous le cite. Attendu qu'il appert des pièces de la procédure, des débats à l'audience et des déclarations que dame ou demoiselle était âgée de 17 ans. Elle servait des boissons dans l'auberge dont la femme R était la tenancière. Lorsque sur le minuit arrivèrent 4 hommes et 2 filles, que le sieur N, à l'époque âgé de 18 ans et 3 mois, qui était parmi eux, convia la mineure à la danse, et envisageant ses attraits, fit d'Icelle prompte conquête. Et qu'enhardi par l'absence de toute barrière que la jouvencelle eût pu dresser contre son entreprise, et même confortée par l'accueil sans nuance qu'elle réservait au projet de son fier vainqueur, N ne balança point à rechercher ses grâces secrètes et ses faveurs ultimes. Que demoiselle D les lui prodigua d'ailleurs sans différer aucunement, ni les restreindre davantage, que cependant dame B ci-devant, Joséphine D, instruite dans le même temps de l'aventure et mue par le désir tardif de préserver sa fille d'une atteinte qu'elle croyait peut-être originelle, mais qui n'était que nouvelle, la mineure ayant eu, en effet, et déclaré aux procès-verbaux qu'un tiers avait déjà bénéficié de ses suffrages 3 mois auparavant, vint heurter à la porte du logis où s'étaient retranchés les amants, interrompant ceux-ci en leurs ébats, avant même qu'ils en eussent atteint le sommet. C'est une littérature judiciaire, on peut en citer des pages, etc. Les juges, pour se défouler, pour sans doute retrouver un peu d'humanité ou un peu de vivacité, n'hésitent pas. Alors, je crois que ce qui distingue le droit de la littérature, c'est ce qui est, c'est le droit, de ce qui est possible à la littérature. La littérature bouscule la réalité juridique. La farce de Maître Patelin tourne en dérision le monde judiciaire avec humour. La critique du droit se moque du trop peu de droit ou inversement du trop de droit. C'est Shakespeare, Le Marchand de Venise, c'est Balzac, César Birotteau. Les grands écrivains russes parlent de criminologie avec plus de précision et de réalisme que certains de nos criminologues experts. Le droit oblige au choix, à la décision. Je rappelle l'article 4 du Code civil. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable du déni de justice. La littérature surprend, fait récit. Valérie indiquait « J'appelle écrivain ces trouveurs de relations à conséquences chez les uns, à résonance chez les autres, qu'on peut dire infinies ou au contraire essentiellement finies ou finissantes ou résolvantes en termes entiers. Le réel en littérature n'est qu'une modalité du possible. C'est la fonction heuristique de la marge, heuristique au sens de l'art de trouver, cette méthode qui amène l'élève à découvrir lui-même ce qu'on veut lui apprendre. On trouve ça chez Golding, Sa Majesté des Mouches, chez Sophocle. Chacun de nous a 2 identités, l'une objective, l'âge, le sexe, la profession, et l'autre plus subjective, narrative. C'est dans cet entre-deux, cette marge, que peut s'inscrire une histoire, une vérité, tout au moins un récit. La place faite aujourd'hui à la victime, dans le procès, dans les médias, doit être bien comprise. Paul Ricoeur évoque une souffrance qui crie moins vengeance que récit. La marge est consubstantielle à l'écrit. Il n'y a pas de page sans marge, pas d'encre noire sans support.
et encadrement d'espaces blancs. La marge permet l'écrit et le constitue. Cette réalité dialectique d'inclusion-exclusion est fondamentale. Il peut pas y avoir de considération sur la marge, fut-il ou marginale. A fortiori, comment faire récit en s'affranchissant de toute marge? Si on réagit à l'événement, on n'a pas besoin de rechercher le problème sous-jacent. N'oublions pas, un procès pénal est fait pour mettre en récit la réponse d'une société à un crime ou un délit. Toutes les phases racontent et permettent la confrontation d'un homme avec la loi. L'intrigue de ce récit ne peut avoir qu'un enjeu, un jugement dont on attend la révélation d'une vérité. Cet homme est-il coupable? Oui, non. S'il l'est, quelle peine lui infliger? Les preuves recherchées sont là pour manifester la vérité. Le procès ne prend sens pour la victime que par cette attente de récit, élargie par celle du public. On est donc assez éloigné du seul récit policier recueilli au téléphone, puis du CRE. Alors le creux, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Le creux, c'est le compte-rendu d'enquête après l'identification. C'est-à-dire c'est un résumé très synthétique de ce qui s'est passé. Illustration. C'est pour faciliter la lecture des procédures. Si on ne doit lire qu'une seule page, on lit le creux, c'est-à-dire le compte-rendu d'enquête. X a été interpellé alors qu'il avait franchi les caisses en possession de marchandises non acquittées pour un montant de 46,60 €. Il reconnaît les faits. On a tout. On a tout. Suite à un contrôle routier, le mis en cause présente un permis international haïtien qui s'avère être un faux document. Entendu, il reconnaît les faits. Le mis en cause circule au volant de son véhicule et change de direction sans utiliser ses avertisseurs. Contrôler l'adresse sur le certificat d'immatriculation n'a pas été changé dans les délais impartis. Dépisté positif, vérification faite avec l'éthylomètre, il a un taux d'alcool de 0,67 mg d'air expiré, alors qu'il se trouve en état de récidive. Il a fait l'objet d'une suspension administrative de 3 mois et d'une convocation en justice en vue d'une CRPC, convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité. Tout est là. Pourquoi lire? Le creux remplit les vides. L'abrègement du temps, la compression de toute marge signifie à terme la disparité des capacités de récit et donc des médiations nécessaires au dialogue. C'est sans doute parce qu'il n'y a plus de réflexion sur la marge que l'on s'autorise aussi facilement à projeter dans l'espace public les récits de tel ou tel événement. Nietzsche définissait la philologie, étymologiquement l'amour du discours, comme cette capacité à se rendre attentif aux aspects singuliers d'une langue, de percevoir en elle de minimes détournements, de petites distorsions ou des glissements par rapport à l'usage et la mesure des effets de ces opérations de déformation dans la très longue durée. Lorsque l'urgence règne sur la réponse, cette dernière, univoque, devient la négation du temps. Pour Platon, rappelons-nous dans La République, qui mettait en scène une rencontre imaginaire entre des juristes et des poètes, il disait « Ces derniers n'étaient pas autorisés à entrer dans la cité car ils étaient considérés comme amoraux. Ils pouvaient être publiés à condition d'être censurés. » Pour Platon, les juristes étaient vraisemblablement jaloux des littérateurs. Vous avez tous lu le livre récent de Christian Salmon qui s'appelle « Storytelling ». Il explique bien comment le roman peut être un moyen de faire un hold-up sur les cerveaux. C'est temps disponible pour certains. Platon reste lucide. Ne confondons pas pour autant marge et vide. Si la nature a horreur du vide, elle ne peut pour autant s'affranchir d'espace, de liberté et de marge. Si à noter dans les marges, c'est s'approprier un texte, s'ouvrir une réflexion, à une pensée, une idée, alors mieux que souligner ou surligner, je vous invite, selon l'expression ancienne, à marginer. Tout écrit, roman qui passe entre vos mains, non pour y laisser une trace, mais pour partager et rendre ce qui vous a été adressé ou donné. Je voudrais partir de ce constat sur lequel je crois qu'on sera d'accord tous les deux. C'est que le législateur et l'ensemble de ceux qui concourent à la loi ont une obsession, et je m'en convainc de plus en plus après plus de 20 ans de barreau, comme on dit dans mon métier, c'est l'obsession donc de la loi de recouvrir le réel. L'obsession de la loi de s'approprier
les multiples situations qui peuvent se produire dans la vie réelle. Vous savez, le juriste me fait penser d'une certaine manière à l'agriculteur chinois. Je ne sais pas si vous avez lu un petit ouvrage de Michel Serres qui a été publié dans les années 80, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Détachement. Et Michel Serres, qui est le poète des chemins de traverse, avait écrit un livre qui concernait les paysans du Yangtze. Et il était très ému de les voir conquérir les berges du Yangtze par l'agriculture. Et il était fasciné par cette capacité des Chinois à s'approprier la moindre parcelle de terre sur les bords du Yangtze. C'est le début de Détachement, c'est un texte qui est magnifique. Et en lisant ce passage de Michel Serres et cette émotion qu'il ressent, j'ai la même émotion lorsque je lis un texte de loi, lorsque je lis une jurisprudence, lorsque je lis des attendus. Il vous a lu des attendus tout à l'heure, parfaitement alambiqués, on se serait cru dans le XVIIIe siècle, mal articulés. Ben, franchement, j'ai cette espèce de certitude que le juriste, le législateur est obsédé par le réel et n'a de cesse de vouloir le conquérir et le quadriller. Le problème, c'est que le réel, aujourd'hui, plus encore qu'hier sans doute, n'a de cesse d'évoluer, de se transformer sous la pression, vous le savez bien, des faits psychologiques, des faits techniques, technologiques, de la morale. Quand vous imaginez qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir si le Code civil, s'agissant du mariage, peut être envisagé pour marier deux hommes du même sexe ou deux femmes, deux hommes du même sexe, des personnes de même sexe. J'espère qu'il n'y a pas de psychanalyse dans la salle. Nous voilà bien, nous voilà bien. Vous avez compris, imaginez le débat replacé il y a quelques dizaines d'années. On se serait posé la question de savoir si les textes du Code civil pourraient permettre de marier deux personnes du même sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans cesse, le réel se dérobe au droit. Et sans cesse, le réel a une espèce d'avance sur le droit. Et le législateur, l'avocat, le magistrat, dans son travail de qualification, est un peu comme Sisyphe qui remonte son rocher en permanence acharné à vouloir remplir ce vide. Et alors, ce que la littérature dit, que le droit ne dit pas, à mon avis, c'est ce fameux espace et cette fameuse distance entre le réel et le droit qu'il s'agit de combler. Parce que, comme l'a rapporté le juge, quelle que soit la situation qui est donnée au juge, qui est une situation souvent inédite, que n'a pas prévu le législateur, qu'on n'a pas prévu la doctrine, qu'on n'a pas prévu le philosophe, il doit trancher. Parce que s'il ne tranche pas, c'est un déni de justice. Bien vrai, on doit trancher n'importe quoi. On doit trancher un justiciable qui se plaint parce que son voisin porte des chaussures oranges qui blessent sa vue. C'est une situation, il faut trancher. Quitte à dire c'est ridicule, mais il faut trancher. Alors, la littérature, de ce point de vue-là, me semble, et c'est la réponse à la question qui se pose, c'est la réponse à cette phrase, c'est l'explication de cette phrase, la littérature dit beaucoup plus que ce que dit le droit et permet justement de s'approprier ces espaces qui restent rebelles à la volonté du législateur de les quadriller. Et ce que la littérature dit que le droit ne dit pas peut permettre, et c'est là que s'opère le point de rencontre, me semble-t-il, entre la littérature et le droit, les ressources de la littérature peuvent permettre aux juristes de combler cet espace vide que ne peut pas remplir le droit. Et tu disais tout à l'heure qu'il n'est pas encore prévu à l'ENM des cours de littérature. Sachez que des juristes américains, j'ai oublié le nom, de longue date, ont prévu une liste de romans que devaient lire les avocats, les lawyers américains pour pouvoir exercer leur métier. Toute une liste d'ouvrages littéraires
était au programme d'études de ces lawyers américains. Alors j'ai oublié c'est Antoine Garapagos qui nous rappelle cette liste, et c'est extrêmement révélateur. Alors, donc l'idée que je veux défendre, c'est que voilà un juge, voilà un avocat, c'est que cette part d'incertitude qui sépare finalement le fait, la situation de la règle de droit, c'est cette part où se joue le procès. C'est l'une des parts essentielles où le procès peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc moi, ça m'intéresse comme avocat, vous l'imaginez bien, en premier lieu, parce que, bien entendu, 70% des affaires sont parfaitement balisées par les précédents jurisprudentiels, sont balisées par l'habitude, et les juges, comme les avocats, ne vont pas faire grande création à chaque fois qu'ils ont une affaire. Ils répètent incessamment quasiment toujours la même chose. Mais il arrive quand même, et de plus en plus avec la complexification du réel, avec l'évolution des mœurs, vous savez qu'aujourd'hui le droit est de plus en plus innervé par les libertés fondamentales, qui supposent des standards, et non plus les juristes classiques aiment beaucoup les choses très précises, très concrètes. Or, aujourd'hui, ils ont affaire avec des standards, avec, vous le savez, la notion de faute, la notion de bien, la notion de mal, la notion de pertinent, la notion de loyauté. Il y a une marge d'appréciation qui est cet endroit précis où va se jouer le procès. C'est cet endroit précis où le juge doit s'aventurer parce qu'il doit trancher, et c'est cet endroit précis où l'avocat peut puiser dans la littérature pour faire sa plaidoirie et essayer de convaincre le juge. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'intérêt de comparer la littérature, de confronter la littérature et le droit, c'est que lorsque vous lisez certains ouvrages littéraires, vous mesurez à quel point le droit est impuissant à saisir toute la complexité, toute l'incertitude du réel. Je voudrais vous donner un exemple. Je sais que le temps nous est un petit peu compté. Je voudrais vous donner un exemple littéraire qui me paraît très intéressant de ce point de vue-là. C'est le roman de Joseph Conrad, Lord Jim. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman. En un mot, Lord Jim est responsable d'un navire et il est tout seul dans la nuit sur son navire, qui est une espèce de rafio qui trimballe 800 personnes, 8 ou 900 personnes. Et à un moment donné, l'orage est en train de se lever et il se rend compte que son rafio va couler. Et il se pose cette question de savoir, mince, qu'est-ce que je fais? Et une partie de son équipage, qui est éveillé, tandis que tous les passagers dorment, prend le canot d'embarcation et quitte le navire. Et lui, dans une espèce de seconde, je dirais, fondamentale, saute et abandonne la totalité des personnes en les laissant promis à une mort certaine, puisqu'il s'agit d'un rafio qui très probablement va couler du fait de la tempête. Donc la notion qui est au cœur de ce roman de Conrad, c'est la notion de faute. On a un parquetier à côté de nous qui doit qualifier une situation, il pourrait avoir cette situation à qualifier. D'ailleurs, dans le roman, c'est très intéressant, il y a une partie de ce roman qui est consacrée au procès, mais qui est une partie tout à fait mineure du roman, où bien entendu, Jim est condamné. Il est condamné, alors on ne nous donne pas le fondement juridique de la condamnation. Si tu avais, j'imagine, à le qualifier, tu l'aurais très vite fait. Il s'agit, alors j'ai trouvé l'article, hein, tu vas me dire si je me trompe, c'est la mise en danger d'autrui, on est bien évident. Ou que fait le juge? Que fait le droit? Le droit, il constate que le capitaine, il n'était pas capitaine, il était responsable du navire, a une obligation de sécurité à l'égard des passagers qu'il transporte. Il abandonne le navire, il les laisse, il a parfaitement conscience, ce faisant, qu'il les voue à une mort certaine, il est coupable. Le droit condamne. Les motifs juridiques sont très clairs à exprimer la situation
qui intéresse le droit est une situation finalement rassurante, c'est la situation de la faute, mais qui est une situation extrêmement rassurante. Voilà le droit. Ce que dit la littérature, ce n'est pas cette demi-page ou cette page et demie du procès, c'est tous les motifs littéraires qui font s'interroger sur la faute beaucoup plus profonde qui est commise par Jim. Jim, si vous connaissez le roman, se confie au narrateur et va, suite à ce geste fondamental d'avoir quitté le navire, va s'engager dans une vie aventureuse qui n'est pas sans faire penser à la vie de Rimbaud lorsqu'il s'en va en Afrique. Et il va donc se perdre d'une certaine manière dans des contrées extrêmement lointaines et en permanence, pour racheter sa faute, mettre en jeu sa vie, sa propre vie, jusqu'à mourir et d'une certaine manière jusqu'à se suicider. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous lisez ce roman et lorsque vous comparez les motifs de droit, les motifs qui sont la faute qui est donc condamnée par le juge, et les motifs littéraires qui envisagent la faute sous un aspect littéraire, eh bien, et Conrad a cette formule qui est tout à fait intéressante, c'est qu'il nous dit ce qui m'intéresse, ce n'est pas, alors je vais vous le dire précisément parce que c'est important, ce n'est pas le comment superficiel du droit que traite le droit, c'est le pourquoi fondamental. Et je crois que cette nuance est tout à fait intéressante, est au cœur du sujet dont on parle. C'est la différence entre le comment superficiel qui permet au juge de trancher la faute de Jim et le pourquoi fondamental qui est le cœur des 250 pages que font le roman, qui font que, au terme de l'histoire, on ne sait plus, on ne parvient pas à savoir si véritablement Jim a commis une faute ou s'il n'a pas commis une faute. Les motifs littéraires ne permettent pas, tu l'as dit tout à l'heure, ne permettent pas de trancher, tandis que la règle de droit, la définition juridique de la faute, permet de trancher. Sauf que, entre ce que dit le droit, il y a 200 pages et il y a une page et demie, je me suis trompé, ce que dit la littérature, et le droit, lui, se limite à une page et demie. Et au fond, on peut tout de même imaginer que la perception par la littérature de la faute est beaucoup plus profonde, beaucoup plus entière que la perception de la faute par le droit. C'est cette différence qui m'a fait trouver cette formule d'avocat, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ce que ne dit pas le droit, tout l'ouvrage de Lord Jim le dit. Et en lisant Lord Jim, j'ai pensé à un autre texte que tu as peut-être lu et que je te conseille de lire, qui est un ouvrage de Simenon, qui n'est pas tellement connu, c'est La lettre à mon juge. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il s'agit d'une lettre au juge d'instruction. C'est tout à fait pareil, c'est l'histoire du pourquoi fondamental et du comment superficiel. Voilà, alors l'histoire, c'est un homme marié, c'est un peu inspiré de la vie de Simenon, c'est un homme marié qui va tomber éperdument amoureux d'une jeune femme qu'il va assassiner, qu'il va tuer pour la garder près de lui. Ça va être pour lui un geste d'amour absolu. Il est donc condamné, évidemment, on ne dit rien du procès, et tout le roman, c'est une lettre qu'il adresse à son juge, c'est ce qu'il ne s'est pas dit pendant le procès, qui finalement ne l'intéressait pas, et c'est ce qu'il croit aujourd'hui important, nécessaire de dire à son juge. Là aussi, je trouve que lorsque vous lisez ce texte, vous voyez à quel point la littérature peut aborder des choses que le droit, qui doit juger, qui doit faire abstraction d'un certain nombre de choses irrationnelles, incertaines, ne dit pas. Cette lettre à mon juge me paraît tout à fait révélateur et confirme parfaitement cet écart que j'ai essayé de vous révéler à travers le roman de Jim. Cet écart entre, encore une fois, le comment superficiel du droit
et le pourquoi fondamental. Le comment superficiel, finalement, permettant d'aller dans une situation rassurante sur laquelle on peut appliquer une règle de droit, tandis que le pourquoi fondamental étant au fond extrêmement inquiétant, étant une situation extrêmement inquiétante qui ne peut pas permettre l'application sereine de la loi. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Savoir, je ne veux pas faire un amalgame, évidemment, entre le droit et la littérature. Le droit, c'est le droit, la littérature, c'est la littérature. Et il est évident que lorsqu'on lit une page de Baudelaire ou de Céline, on ne le lit pas avec le même sentiment, la même sensation que lorsqu'on lit un texte du Code civil. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Stendhal, vous savez, qui conseillait aux écrivains de lire chaque matin une page du Code civil. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moyen d'améliorer ses qualités littéraires. Mais ça, on pourra en discuter, si vous voulez, tout à l'heure. Il y a une phrase très intéressante de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au droit et à la littérature, qui est un professeur qui s'appelle François Host, qui nous dit effectivement la littérature ne doit pas s'amalgamer avec le droit à peine d'être submergée par l'émotion. Effectivement, ce que peut craindre le juge, me semble-t-il, c'est le danger de submersion par l'émotion. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Quand j'ai le juge en face de moi, quand j'ai un peu le temps de plaider, parce que c'est malheureusement, on l'a de moins en moins, et le juge est de moins en moins à l'écoute, parce que lui aussi, il pense à toute autre chose. Enfin, il pense à toute autre chose. Il pense peut-être à l'affaire qui suit, ou à l'affaire qui précède, ou à ce qu'il va faire demain, ou à son emploi du temps. Et ce petit espace qui intéresse l'avocat, justement, c'est d'essayer de trouver, par ses moyens un petit peu détournés, qu'aime Michel Serres, qu'aime la littérature, de bousculer un petit peu ce juge pour l'entraîner sur ce fameux terrain où il est un peu à l'aventure. Et là où la littérature rejoint le droit, c'est justement lorsqu'on puise dans ses ressources pour éclairer, et là c'est le travail de l'avocat, éclairer, mettre en scène, conjurer finalement cette distance qui sépare la situation litigieuse de la règle de droit que le juge va devoir appliquer, c'est-à-dire la qualification. Moi, vous savez, comme avocat, je te l'avoue aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir le magistrat. Ce qui me fascine, c'est cette espèce d'opération de qualification qui est fondamentale dans un procès. Le juge doit qualifier, c'est-à-dire qu'il a une situation qui se trouve en face de lui et il doit lui trouver un cadre juridique. C'est-à-dire il doit qualifier cette situation qui se trouve devant lui dans le cadre juridique approprié qui va lui permettre d'appliquer la règle. Et alors, on a coutume de dire dans les écoles, à l'école de la magistrature notamment, que cette opération de qualification doit, on l'a vu tout à l'heure pour la faute, cette opération de qualification doit procéder de la logique formelle. Vous savez, le syllogisme, ce qu'on appelle la majeure, c'est-à-dire la règle de droit, la mineure, la situation de fait s'applique à la majeure, et j'arrive à ma conclusion. Hein, l'histoire de Socrate, vous connaissez, hein, Socrate est un homme. Voilà, la logique formelle. Le problème, c'est que la logique formelle, si on l'appliquait à la lettre, ben, je ne suis pas certain qu'on aboutirait toujours à la justice, parce que le procès, c'est aussi la justice. Donc c'est là que la littérature, me semble-t-il, c'est là que la littérature peut intervenir et peut permettre de faciliter cette qualification. Et ça me fascine, cette histoire de qualification, parce que moi, je la trouve extrêmement mystérieuse. C'est une espèce de boîte noire. Et vraiment, vous savez, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête du juge au moment de la qualification. Si j'avais à écrire un roman, d'ailleurs, eh ben, j'utiliserais la méthode de Joyce, vous savez, le monologue intérieur, et pendant cette opération de qualification, parce que vous savez que ça se passe pendant le délibéré, c'est le secret total, ben moi j'aimerais pouvoir écrire le monologue intérieur du juge
pendant son délibéré. Toutes les conneries qui doivent se passer dans sa tête au moment où il fait l'opération de qualification. C'est quelque chose qui me fascine parce que c'est là que tout se passe quand même. C'est là que tout se passe. Et c'est là que la littérature intervient. Et pour finir, je vais vous donner un exemple très concret. Je vais vous donner un exemple très concret qui concerne une notion de droit qui est la notion de harcèlement moral. Vous savez, on en parle beaucoup de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. On en a beaucoup parlé à propos des suicides au sein de France Télécom. Et le harcèlement moral, c'est une notion de droit. Cette notion de droit, elle est définie dans le Code du travail, dans le Code pénal, exactement dans les mêmes termes. Je vais vous la lire. Alors il s'agit du salarié, mais on pourrait le généraliser, aucune personne ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral. Lorsque vous lisez cette phrase, il me semble qu'elle confirme ce que je vous disais tout à l'heure, cette obsession du législateur à vouloir quadriller le réel, mais cette impuissance à le faire. Vous n'avez strictement rien dans ce texte qui donne à sentir, qui donne à voir, qui donne à mettre en scène ce que c'est que le harcèlement. Ça n'indique rien. Le droit ne dit rien. Et figurez-vous qu'en pensant à cette notion, je me suis souvenu de David Copperfield, roman de Dickens. Je me suis souvenu des années de jeunesse de David lorsqu'il est avec son beau-père, qui le harcelait en permanence. J'ai pris 4 lignes, exactement le même nombre de lignes que l'article 222-33-2 du Code pénal. Et David nous dit la chose qui suit. Ça, c'est de la littérature. Il nous dit que de repas pris dans le silence et le gêne, en sentant toujours qu'il y avait un couvert de trop, le mien, un appétit de trop, le mien, une assiette et une chaise de trop, les miennes, quelqu'un de trop enfin, moi-même. Je vous demande simplement de comparer les deux textes, le droit et ces 4 lignes de Dickens, et je crois que vous saurez, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire par cette expression, ce que la littérature dit que le droit ne dit pas. Ce que Dickens dit que l'article 222-33-2 ne dit pas. Et c'est cette puissance et ce pouvoir de la littérature qui sert l'avocat pour tenter de convaincre le juge. Et je vais vous donner un exemple. Harcèlement sexuel. Même chose que le harcèlement moral. 2 situations distinctes qui ont été plaidées devant le juge. Première situation, un jeune homme amoureux de sa collègue qu'il voit tous les jours, complètement amoureux d'elle, pour tenter de la séduire, dépose chaque matin sur le capot de son véhicule des revues érotiques. La dame, qui ne partageait pas forcément le sentiment du jeune homme, finit par attaquer en justice sur le fondement du harcèlement moral, sur le fondement du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Autre cas de figure, un jeune homme, même situation, fou amoureux de sa collègue, là est plus explicite parce qu'il lui fait carré. Là, c'est des gestes physiques très proches. Je vous laisse imaginer. 2 cas de figure. La règle de droit et le juge qui doit trancher. Comment est-ce qu'il va trancher? Alors, 2 solutions distinctes. Dans quelle situation y a-t-il eu harcèlement sexuel? Est-ce que c'est la revue déposée sur le capot chaque matin ou alors est-ce que c'est les gestes explicites? Je ne vous donne pas la réponse pour ménager le suspense. Simplement, vous êtes bien d'accord avec moi que sur ces situations-là, qui sont des situations de plus en plus fréquentes, qui se posent au juge pénal, qui doivent être qualifiées par le procureur, il a une situation, il a cette situation, hein, ça peut lui arriver. Voilà une jeune femme qui a des revues tous les matins sur son capot de voiture avec des scènes, vous imaginez pas.
il doit qualifier. Il doit qualifier, c'est-à-dire qu'il doit prendre cette situation et se poser la question de savoir si oui ou non elle correspond à la situation que présuppose la règle de droit, c'est-à-dire la condamnation pour harcèlement sexuel. Le rôle de l'avocat ici me paraît fondamental, parce que, allez, je vous lâche le morceau, eh ben, le dépôt des revues pornographiques a été considéré par le juge, alors je n'ai pas tous ces attendus, mais ça ressemble un peu à ce que tu as lu tout à l'heure, comme des signaux qui ont été lancés sans chantage, de façon à exprimer une inclination pouvant être sincère. Relax. Par contre, les gestes que l'avocat avait dépeints comme des gestes d'amitié, qui étaient ceux faits par ce garçon salarié, ont été perçus par le juge comme des gestes ambigus. Et le juge a considéré que dans l'ambiguïté résidait l'application du texte, donc résidait le fondement de la condamnation. Eh bien, je vais vous dire, moi, quand je relis ces deux décisions et quand je m'interroge sur cette fameuse boîte noire à l'intérieur de laquelle s'est opéré ce fameux processus de qualification qui est l'apanage du juge, sous, je l'espère, l'influence de la plaidoirie de l'avocat. Lorsque je lis ces deux condamnations, enfin ces deux décisions de justice plutôt, je suis convaincu qu'elles ont tenu beaucoup moins à la rationalité formelle, au syllogisme, vous savez, de l'article 12 du Code civil ou du Code de procédure civile. Hein. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Moi, je considère qu'elles ont davantage tenu à cette espèce de magnétisme hasardeux, à cette crapulerie romanesque que dit Pierre Michon, tu sais Pierre Michon, plutôt qu'à la logique formelle. Et je suis convaincu que l'essentiel dans chacun de ces deux procès s'est passé non pas à l'intérieur du code pénal ou du code du travail, mais s'est passé dans la marge du droit. Là où justement la littérature dit ce que le droit ne dit pas. Voilà, merci. Peut-être des questions qui permettront de nourrir. Je crois que la puissance de la littérature, c'est une énergie qui est actuellement cadrée par des orientations procédurales. On a cette émotion-là, cette puissance-là que devant des cours d'assises, où l'éclairage est quand même beaucoup plus complet, les focales sont plus larges. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les faits, les mettre en perspective. On a une approche psychologique, psychiatrique. On essaie de comprendre avec le curriculum vitae. On essaie de savoir d'où ils viennent, qui ils ont fréquenté, qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation, comment s'est passé leur enfance, etc. Et pourquoi ? Peut-être parce que on a des jurés qui ne sont pas des professionnels. Et donc, à la fois, ça peut les perturber. Certains, après des sessions d'assises, ont presque besoin de soutien parce que c'est tellement fort par rapport à ce qu'ils voient à la télévision ou ailleurs, ou ce qu'ils imaginent. Et donc, cette puissance-là doit être contenue. Et je crois qu'on ne retrouve ça que dans les procès d'assises. Parce qu'il y a une forme de théâtralisation, un lieu, un espace, un public, des enjeux plus importants peut-être. Mais on ne trouve plus ça ailleurs, je veux dire. C'est-à-dire que le droit est devenu quand même quelque chose d'extrêmement technique. Donc la technicité du droit chasse l'émotion et laisse peu de place finalement au débat oral. Alors qu'effectivement, le droit pénal et le débat devant la cour d'assises est un débat beaucoup plus ouvert, où il n'y a pas de technique, il n'y a que des faits humains et qui puisent dans les thèmes de la littérature. Mais je pense quand même que
certains thèmes qui concernent des matières civiles ont trouvé, à mon avis, ont trouvé leur source dans la littérature. Vous savez, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la notion de contrat, elle était perçue par le juge comme étant une notion qui mettait les deux contractants finalement exactement au même niveau. C'était la fameuse liberté de consentement des co-contractants. Et la notion d'exécution de bonne foi du contrat, elle est venue assez tardivement finalement. Et moi, vous savez, ma spécialité, je suis travailliste. Et la notion de bonne foi dans ma matière, elle est arrivée il y a à peu près, il y a 4-5 ans. Et cette notion de bonne foi, cette espèce qui en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas être naïf sous couvert de l'égalité préjugée inhérente au contrat. Il y a toujours un déséquilibre. Il peut y avoir une tricherie qui se révèle. Et Host, que j'ai cité tout à l'heure, considère que cette notion de loyauté ou de déloyauté a été puisée dans le pacte faustien. Et moi, je trouve que c'est tout à fait juste, parce que ce n'est pas le droit, ce n'est pas la technique du droit qui a inventé ou qui a imaginé, par son raisonnement extrêmement rigoureux, qui a imaginé cette notion de mauvaise foi. Je pense que cette notion de mauvaise foi, cette notion de tromperie, cette notion de domination sous couvert de l'égalité contractuelle est une notion qui puise dans la littérature. Donc, même dans des matières techniques, on peut effectivement trouver des sources, des ressources dans la littérature, beaucoup plus que dans le droit. Même si certains juristes orthodoxes ne partageraient pas mon avis, parce que vous devez savoir que les civilistes détestent ce type de raisonnement et détestent les standards. J'étais à Bordeaux à une conférence avec un grand civiliste qui ne supporte pas la notion de standard. C'est une notion anglo-saxonne du droit qui justement laisse une grande marge d'appréciation aux juges, y compris civilistes, pas seulement pénal, pour justement mesurer ce qui est pertinent, ce qui est juste, etc., etc. Vous voyez, donc il y a quand même des notions qui laissent une part au débat au moment du procès, même si effectivement l'endroit rêvé d'expression de l'avocat, c'est la cour d'assises, bien entendu. Moi, j'ai une question justement sur Host. Host a fait un livre sur Sade Oui. et sur le droit, et justement sur comment on cadre ou on décadre cette effervescence qui est la littérature sadienne, et en même temps, Sade est un homme qui est dans la règle, sa littérature est extrêmement réglée. Donc j'aimerais que vous répondiez et l'un et l'autre sur cette question-là. Moi, c'est fondamental, c'est quand même l'écrivain qui donne naissance à la modernité. Je l'ai lu, là, le texte de Host. Alors d'abord, Host part du principe que Sade, c'est l'envers complet du droit, parce que justement, le droit, il le perçoit comme cette obsession du quadrillage de la réalité, tandis que la littérature sadienne, c'est justement la liberté totale et absolue. Donc pour Host, c'est l'antidroit. C'est d'ailleurs, je crois, le titre de son article, Sade ou l'antidroit. Alors après, la règle, je pense que c'est une règle littéraire, c'est une espèce de... C'est assez paradoxal, effectivement, mais là, moi, je ne sais pas quoi répondre, parce que je pense qu'effectivement, c'est une discipline littéraire qui est propre à Sade. Enfin, je pense que c'est comme ça que tu veux voir les choses. Je crois qu'il y avait une théorie des postures absolue chez Sade, Ouais. au-delà des théories des postures sexuelles, des théories des postures littéraires qui font Ouais. que ça rappelle complètement les procédures. Et quand on essaie d'adapter Sade au cinéma, Ouais. au théâtre, etc., on est réduit
à la théorie des postures, justement, à la théorie des règles. C'est justement là, brusquement, il y a quelque part, lui comme metteur en scène, c'est-à-dire comme à la fois l'avocat et le juge. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'il réunit les deux brusquement, et il réunit à travers la littérature cette question-là, cette marge, justement. S'il y a quelqu'un qui est dans la marge, c'est bien ça. Oui. Je ne vois pas tout à fait la marche comme ça, moi, mais pour moi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'il milite dans ses textes pour l'affranchissement total, alors que c'est le contraire du droit. Mais cette expression obéit à des postures qui sont des postures littéraires. Moi, je vois ça comme un paradoxe. Je ne vois pas ça tellement comme la rencontre entre... Ce n'est pas l'exemple majeur pour moi, Saad. Pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, il est des personnages, des profils qui m'intéressent plus que d'autres quand ils me sont présentés ou quand on est confronté à eux. C'est les escrocs. J'avoue que l'escroc est un délinquant spécifique. Et parce que lui, il nous entraîne sur une fiction, sur un personnage, sur des manœuvres, sur quelque chose qui est différent et qui, en même temps, attire le juge, puisque là, il ouvre des champs. Ils ne font pas autre chose comme délinquance. L'escroc nous amène dans des manœuvres, des endroits extraordinaires. Et il a un récit, son récit d'escroquerie, avec des gens qui ne l'ont pas lu, mais qui ont été abusés par lui et se sont nourris un petit peu aussi de ces escroqueries. Et c'est un personnage tout à fait intéressant devant les tribunaux, l'escroc. Et j'en ai vu un récemment, il avait 10 personnalités différentes. Il avait escroqué un certain nombre de caisses d'allocation familiale. Et dans chaque département, il avait une identité, il avait une histoire. Et chez lui, lors de la perquisition, on s'est rendu compte que les personnages, un peu comme au théâtre, les personnages étaient rangés. Et qu'il était cohérent. Quand il allait dans ce département, il était monsieur un tel. Sa vie était celle-ci. Les efforts d'insertion étaient ceux-là. Et c'est tout à fait étonnant. Et c'est un personnage à qui on a rappelé sa biographie, son casier judiciaire, son identité, qu'on a jugé à la barre. Alors que lui, il avait amené tout le monde. Et il y avait trop de monde à la barre, et ça ne nous intéressait pas véritablement. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu faire un magnifique acteur, qui aurait pu être un romancier de génie, qui était particulièrement intelligent, particulièrement fin, et qui avait trouvé, sans doute, ce moyen d'expression, la délinquance. C'est en ce sens que je réponds un petit peu à l'approche sadienne, qui avait trouvé ce personnage pour vivre ses vies multiples. On a en matière de littérature des fictions tout à fait étonnantes, où tout le monde, que ce soit l'ouvrage de Da Fonseca, avec cette petite fille et ses loups extraordinaires, on a Wilkomirski, Fragment. Qui n'a pas lu ça? C'était vraiment étonnant. Cet enfant juif, etc. et tout, qui tout compte fait était suisse, avait été adopté. Mais on a vécu avec ça, on les a dans nos bibliothèques, et on sait bien que c'est de la fiction. Mais on a besoin de ça, et on a des personnages comme ça, d'une richesse exceptionnelle, qui passent entre nos mains, qui vont voir un avocat un jour, et qui arrivent, qui sont présentés au parquet, ou qui sont présentés devant le juge. Et j'avoue que cela m'étonne toujours. C'est vrai. J'ai une question à propos du creux. Est-ce que vous diriez que ça relève déjà de la littérature ou pas du tout? C'est une littérature allégée. C'est ni plus ni moins les mots-clés. On trouve ce dont on a besoin pour faire une prévention, pour engager des poursuites. Après, si on a plus de temps,
Il y a des sous-menus. Après, on lit la déposition, les témoins, les constatations qui sont faites, mais le creux suffit. Pinget a écrit un livre de plusieurs centaines de pages qui ressemble à un creux. Il y a eu aussi pas mal de livres qui ont été faits à partir de ce type de texte, en fait. Tout à fait. Simplement par Tout à fait. des effets de collage, de Voilà. découpage, de décontextualisation, mais simplement en prenant les textes mêmes. Alors, Donc on a l'impression que ce genre de texte proprement juridique fait douter de l'écart en fait, entre droit d'un côté et littérature de l'autre. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, c'est un peu troublant d'ailleurs, parce qu'effectivement, là, on ne sait pas trop où on est, tout à fait. Et là, moi, j'ai plusieurs textes effectivement en tête où c'est ça. Mais je ne sais pas, il y a peut-être une manière de... Lorsqu'il brandit son papier avec le formulaire administratif, ça fait... peut-être que si on l'imprimait sous les éditions de Minuit, ça ferait plus littéraire. Mais je pense que la frontière est très Enfin, je sais pas, ça serait intéressant de savoir quelles sont les sensibilités littéraires, mais je pense qu'il y a la marge. Alors là, pour le cas, elle est très fine. Il y a une perméabilité entre le droit et la littérature qui peut être exprimée par ce type de document. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites. Ouais. C'est pas une question, c'est pas une observation. Je pense que vous avez une présentation du droit qui est le droit français, le droit écrit, vous prenez le droit pénal et la décision de justice. Alors que le droit, c'est aussi autre chose, c'est notamment les actes préparatoires aux principales décisions de justice. Et quand on lit les rapports des conseillers de casse, par exemple, comme quand on lit les travaux des maîtres des requêtes du Conseil d'État, il y a une richesse, pas seulement juridique, mais qui devient littéraire, parce qu'il y a une décortication de l'analyse qui n'a rien à envier à Pérec, que sais-je. Alors là, je pense que c'est le droit, ça, et c'est tout ce qui n'apparaîtra pas derrière une simple décision de justice, de premier degré, mais il y a tout ça qui est mobilisé derrière. Je pense qu'il y a un domaine encore dans la tradition actuelle judiciaire française où on a une interpénétration plus grande que vous l'avez présentée entre la littérature et le droit, c'est dans l'exercice de l'interrogatoire. Dans les procédures criminelles, on procède à des grands interrogatoires de fond, qu'il s'agisse des biographies ou même du fond, on ouvre un discours qui est soit alors, littéraire, soit analytique, mais en tout cas, là, les personnes disent beaucoup de choses. Et parfois, si on relit certains interrogatoires au fond, et dans lisez les interrogatoires des affaires qui ont été reprises par la presse, des fois c'est repris in extenso, vous verrez qu'il y a des moments, des élans, vous pourriez effectivement, si le juge a laissé parler, a retranscrit d'ailleurs fidèlement ou en reformatant un peu, mais vous avez des échappés, des gens qui ont besoin de dire l'horreur. Justement, ce qui n'a pas de limite, ce qui est complètement en dehors des marges, mais il faut que ce soit dit. Alors, dans ces procédures, on a tout un pan littérature qui est actuellement conservé parce qu'on a encore un droit écrit, une procédure judiciaire écrite. En fait, c'est à l'instruction que ça se passe. Et je ne crois pas qu'il y ait une éviction, c'est récupéré. Je crois que le débat de l'ordre de Jim, des fois, tout ce monologue intérieur, on arrive à récupérer. Et tout ce qui va hanter ces types qui font des gens sadiques, des types qui meurent ou qui font mourir les autres au terme d'actes épouvantables, on en a et on les amène une fois à parler. Et là, je trouve, dans ces moments-là, on n'est pas dans le droit, c'est au bout du compte, il faudra bien une solution. Le droit, c'est pratique, il faut amener une sanction, mais ça ne peut aboutir qu'après toutes ces nuances. Et puis, vous avez fait allusion au phénomène de la qualification. Justement, c'est intéressant, la qualification, c'est pas la solution juridique, c'est un cadre de référence du débat qui est d'un juge de plusieurs juges, et dans la qualification intervient la requalification au terme des nuances qui seront apportées, et parfois littéraires d'ailleurs, par les avocats ou par les juges eux-mêmes, mais il faut, je pense que... En matière pénale, hein, ouais, vous parlez, mais là, quand hein. le harcèlement par exemple, alors ça, je trouve ça pas très fair-play, maître, parce que les décisions que vous nous présentez, il faut voir un dossier. Vous savez très bien que si on ne connaît pas tout ce qui se dit dans les interstices, dans ces textes, parce qu'il y a plein de choses dans un dossier, plein de notations, et bien tant qu'on n'a pas vu ça, on ne peut pas. C'est pas juste de vous envoyer ça, les revues sur un capot, c'est pas du harcèlement, la main aux fesses, c'en est
Oui, mais si c'était aussi simple, franchement, Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on ne pouvait pas traiter ce type de problème par un syllogisme. C'est ça que j'ai voulu dire. Et lorsque vous parlez effectivement de ces débats préliminaires, enfin préliminaires, décidément, de ces... ça va pas fort, ça. On va couper là. Non, il y a quand même un autre aspect aussi des choses, parce que tout à l'heure vous avez parlé de ces fameux textes très secs là, qui peuvent faire de la littérature. Vous, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire cette espèce de logorée que certains ont besoin par lesquels certains expriment leur crime ou leur besoin de parler, vous savez. Ah non, mais c'est pas une logorée, c'est pas qu'un discours pour l'analyse, c'est le besoin de rationaliser, de dire j'ai fait ça, oui, alors voilà tout ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, ce que je pensais quand je l'ai fait. Alors, c'est ce qu'on essaie, à mon avis, de faire dire, on va à la recherche de ça, quand on va dans les interrogatoires au fond, quand on sait qu'on va devoir arriver devant une cour d'assises où il faudrait que tout soit le plus possible mis à plat pour les jurés. Tout dit. Tout dit. Alors, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas épuiser, mais en tout cas, il n'y a pas une telle aridité du droit qui fait que... Alors, je reviens à l'exemple du harcèlement. Vous disiez, l'évolution fait que le droit essaie d'enfermer le réel et puis le réel échappe toujours. Moi, je crois qu'on est là dans une hypothèse un peu particulière, une espèce de pathologie du droit actuel que l'on vit, c'est de vouloir pénaliser et enfermer dans des infractions plein de comportements. Alors, effectivement, le harcèlement, c'est typiquement, du professionnel, genre d'infraction dur à faire tenir, comme on dit. Parce que là, syllogisme, c'est inapplicable. Mais ce sont les limites du droit qui ne fonctionnent plus. Et plus opératoire. C'est justement le... Oui. Alors, sachez qu'à Auch, le président du tribunal correctionnel a invoqué l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour dire que le texte qui incrimine n'était pas suffisamment clair. Donc le défaut de clarté n'a pas permis... Donc il va se faire réformer, c'est quasiment certain. Hein, mais ça répond un peu à ce que vous dites, parce que lui, il a constaté la pathologie, la situation, et finalement, il a refusé de juger d'une certaine manière en invoquant l'article... C'est compliqué, c'est à la fois intéressant et compliqué. Pour ma part, je pense quand même qu'il y a dans la littérature une esthétique, il n'y a pas une esthétique du droit. C'est un autre débat, mais je considère qu'il y a dans les littératures un non-dit, une force de suggestion. Pendant que vous parliez, je relisais une phrase de Julien Gracq qui parle de l'élan justement littéraire. Il n'y a pas cet élan en droit, parce qu'il y a quand même ce souci systématique de qualifier, de tout dire. Vous disiez tout à l'heure, il faut tout dire en droit. Pour que le juge puisse trancher, il ne peut pas trancher théoriquement. Il ne peut pas trancher sur des non-dits. Tout doit être dit. En matière pénale, tout doit être su, révélé, objectivé. Alors qu'à l'inverse, la littérature, justement, joue des silences et de la suggestion des silences, si vous voulez. Mais je reste quand même persuadé, alors vous en penserez ce que vous voulez, mais je reste quand même persuadé que le silence peut être une stratégie de la défense pour parvenir à convaincre le juge, justement. Et la différence fondamentale entre le droit et la littérature, c'est l'esthétique qui vient de ce qu'on ne peut pas toujours tout dire. Et que la suggestion, c'est suggérer par les mots qui ne disent pas tout, c'est là que vient l'esthétique. Lorsqu'on dit tout, à mon avis, je ne sais pas. Non, mais il peut y avoir un esthétisme juridique, le perfectionnisme est plutôt, à mon avis, perçu comme un défaut chez les juges, en tout cas. Mais fondamentalement, la finalité n'est pas la même. On ne peut pas avoir vraiment un projet esthétique, il faut alors à ce moment-là faire de la littérature. Mais je veux dire qu'il y a toute une énergie littéraire qui est utile, qui est récupérée dans le travail juridique pénal, en tout cas. Et pas seulement judiciaire, mais je trouve que dans toute la littérature juridique qui se développe autour des textes normatifs, il y a parfois des choses, il y a des beaux textes qui présentent même dans les textes parlementaires, peut-être de moins en moins, mais de même que dans les réquisitions, aux assises, c'est pas le culminant, on voit des choses très inspirées.
Il y avait d'ailleurs très nombreuses citations. C'est vrai. Mais il y a une manière d'organiser un récit. Alors, soit on ouvre des questions, on fait des questions assez larges, et la personne s'engouffre là-dedans, et il faut le calmer, le freiner. Et c'est donc la qualité de l'écoute et de la retranscription. J'évoquais tout à l'heure des auditions particulièrement hallucinantes où une jeune fille va au commissariat pour expliquer qu'elle a été violée une journée, qu'elle est revenue le lendemain, qu'elle a été aussi violée, etc. Et on a des pages et des pages d'audition. C'est son récit. C'est son récit. Et bien entendu, pour ne pas freiner son émotion en tant que victime, etc., on ne va pas la couper. Mais quand même, celui qui retranscrit, qui tape à côté, il peut se poser des questions. Et je trouve c'est tout à fait significatif. Après plusieurs pages, quand même, l'enquêteur lui dit « Êtes-vous sûr que les choses sont passées comme vous le décrivez ?» Et on a cette réponse étonnante qui est dans le cœur du sujet. « Écoutez, je suis particulièrement troublé, j'ai eu du mal à venir jusqu'à vous. Maintenant, c'est fait. Mais je préférerais refaire un point sur tout ça et revenir vous voir plus tard pour plus de détails. » Et elle revient le lendemain. Et cette fois-ci, ce n'est pas 2 pages, c'est 6 pages. Et on est dans un récit complètement halluciné, où on ne sait pas si cette jeune fille a besoin de soins, si véritablement elle a subi une agression sexuelle, et si tout compte fait, notre enquêteur, en l'écoutant, n'est pas dans une position de voyeur, tout à fait extérieure, la laissant, etc. Donc on a des textes complètement... c'est une forme de littérature de gare peut-être, mais qui trouve quand même des acheteurs. Parce que justement, ça interpelle sur du vécu, c'est son vécu, c'est sa réalité, c'est son récit. Donc il y a cette mise en forme, cette organisation qui est toujours sous-jacente dans le processus judiciaire. Que ce soit une manière d'organiser les pièces, de les classer, de les présenter, de les mettre en valeur, d'occulter certaines. Et il y a toujours... Et ce qui fait qu'à un moment donné, dans la décision du juge, eh bien, on ne gardera que ce qui est utile à la démonstration et à la décision. On ne va pas avoir des éléments en disant « ceci, c'est des déchets, on n'en a pas eu besoin ». Éventuellement, on les met quand même dans notre décision, ça pourra servir devant la cour d'appel, éventuellement, c'est utile à exploiter, mais nous, on n'en a pas eu besoin. On ne le fait pas, il n'y a pas de décision d'un juge qui serait en minorité, qui dirait « mais moi, j'exploite cela, et je n'arrive pas à la même décision que mes collègues ». Il y a une forme toujours d'organisation du récit, d'organisation des choses, de cadrage. Et je crois que les juristes aiment ça. Et s'ils ne le savent pas, pourtant ils le vivent. Je voudrais juste te poser une question. J'ai l'impression que vous opposez donc droit et littérature. C'est quoi le droit et c'est quoi la littérature? Ce sont 2 choses différentes. Je crois que ce qu'on a entendu, c'est que la littérature peut s'emparer d'un certain nombre de choses aussi. Enfin, dans ce que vous disiez tout à l'heure au sujet des comptes rendus, c'est intéressant. Effectivement, il y a des effets de collage, des effets d'agglutination qui sont encore du littéraire. La littérature peut attraper beaucoup de choses. Je pense que le droit, il a une fonction qui lui est dévolue en général, qui a un objectif précis, un objectif social, fonctionnel. Cela dit, bon, la question est une bonne question. Moi, cela me renvoie à ça, par rapport à ce qui a été écrit tout à l'heure, dans les derniers, où on s'apercevait que des textes avaient ou non un caractère littéraire et qui n'étaient pas de la littérature au départ. Ce que je crois il faut d'ailleurs
voilà. Ce qui est faux. Quand on parle de ces délires de cette jeune fille, enfin, on a voulu à certains moments faire de la littérature avec des délires ou de la psychiatrie, et je crois qu'on a erré totalement. Moi, Par exemple. je vais apporter une toute petite pièce au dossier de cette discussion. C'est Georges Bataille qui transcrit le procès Par exemple. de Gilles Deray. C'est de la littérature. Bien sûr. Et en même temps, c'est le procès de Gilles Deray. C'est des éléments qu'il a reconstitués. Puisqu'il est conservateur de bibliothèque, vous savez bien comment sont les conservateurs de bibliothèque. C'est des gens qui sont en plus un chartiste, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler sur le fond, c'est un enquêteur de ce point de vue-là. Il ne juge pas, il transcrit les choses. Hein. Et en même temps, souvent, ça devient de la littérature. La deuxième chose aussi, deuxième pièce au dossier, qui me paraît intéressante, c'est le procès de Jeanne d'Arc. Le procès de Jeanne d'Arc qui sert de modèle à un film exceptionnel de Dreyer, qui est interprété justement par deux personnes qui sont des grands modèles de littérature. Antonin Artaud, qui joue l'accusateur, et Falconetti, qui est une espèce de diva, d'égérie de la littérature du début du siècle à Montparnasse. Et je suis très perturbé par ce genre de choses. Je ne parle pas ici de Foucault, des choses qu'il a constituées, mais simplement de ces deux actes majeurs que sont deux procès qui datent du Moyen-Âge, qui sont effectivement quelque chose comme, à un moment donné, le pacte diabolique. Vous parlez comme un juriste qui a fait sa thèse ici du pacte diabolique, sur le pacte diabolique, et il me semble que cette formulation du procès qui devient littérature et qui est fondamentale dans l'œuvre de Bataille, et qui est fondamentale dans l'œuvre tout court de la littérature contemporaine. De même que vous avez cité Joyce et l'autre, vous avez cité Braque, etc. C'est des gens qui ont eu à avoir avec la justice et qui se sont servis de la justice pour nourrir leur littérature. Je ne parle pas ici de Durenmat non plus, ou Tchekhov, ou encore Dostoïevski, mais tout ce qui est dans l'idée de la modernité, à un moment donné, il y a quelque chose de comme ça, d'incompressible, qui a à voir avec les deux. Et plus je vous écoute, plus je me dis, effectivement, je regrette de ne pas avoir, c'est un métier qui est absolument passionnant. Avocat, je le savais, mais juge et magistrat, Jean-Pierre, je ne savais pas que c'était aussi passionnant. Toi qui as été au ministère de la Culture, je comprends que tu fais ça pour le nôtre. Mais je crois que le droit permet, me semble-t-il, d'organiser, de prioriser certains choix à certains moments. C'est une forme de... C'est à la fois... ça réduit un certain nombre d'enjeux politiques, sociaux, éthiques, etc. à un moment donné, dans le cadre d'une réflexion et d'une règle de droit. Et je crois que c'est à la fois... ça peut anticiper des réflexions. Ça peut être en retard. Mais je crois qu'il ne faut pas, personne n'imagine véritablement que c'est un outil, c'est pas les universitaires qui diront le contraire, je ne pense pas que c'est un outil fossilisé. Dès le moment où on ne fait que du droit, c'est un petit peu le reproche que l'on constate au niveau de la formation peut-être des magistrats, c'est autrefois il y avait une approche peut-être plus humaniste, plus large, littéraire de la formation, et nous devenons aujourd'hui, et vous le constatez tous, nous devenons aujourd'hui, compte tenu de la complexité, des techniciens. C'est vrai pour tous les techniciens. Et alors que les outils liés à la littérature, à la sociologie, à l'économie, pourraient être aussi, parce qu'on les a adaptés à un nouveau chantier, pour être tout à fait utile pour approcher des problèmes juridiques autrement que la règle juridique. Et c'est ce qui fait peur aux jeunes magistrats, c'est
face à un problème juridique, de ne pas être dans le temps qui lui est donné, dans le lieu qu'on lui donne, apte à le résoudre. Et je crois que c'est lié à la complexité. Et c'est ce qui fait qu'on a abandonné tout ce qui pourrait être approche littéraire, etc. Et on est... je me rappelle dans ma promotion, il y avait un magistrat qui avait fait des études de philosophie. C'est vrai qu'il n'approchait pas les problèmes juridiques de la même manière que ceux qui avaient fait du droit. Mais à chaque fois, presque à chaque fois, il avait une approche qui ouvrait d'autres perspectives que l'on n'avait pas vues et qui parfois agaçaient. On disait, le problème n'est pas là, le problème n'est pas là, il est là le problème. Mais il y avait une manière d'arriver là en posant d'autres... Et c'est ce qui manque, c'est ce qui manque. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des gens qui intègrent la magistrature et qui ont fait d'autres choses. Donc on pourrait imaginer qu'on se nourrit de l'extérieur avec des gens qui apportent leur propre expérience. Très rapidement, le corps judiciaire reprend le dessus et on oublie ces habits anciens. Ou on les oublie dans la sphère professionnelle, mieux vaut les oublier, les laisser au vestiaire. Messieurs, la personnalité de chacun doit influencer un jugement et influencer la manière de présenter une affaire, je pense. Un juge peut juger une affaire selon son intelligence, sa sensibilité, et une autre personne, un autre juge qui est moins humain, disons, n'aura pas le même sentiment sur le jugement. Sans doute. Et c'est ce qui... mathématique. Sans doute, les juges ne sont pas encore des robots, il n'y a pas des chaînes de production pour formater les juges, même si. Mais je crois que c'est dans cette confrontation qui fait qu'un délibéré peut être intéressant. Parce qu'on ne relève pas les mêmes choses, on n'entend pas les mêmes choses, on ne voit pas les mêmes choses. C'est le même dossier, il y en a un qui le connaît mieux que les autres, mais quand 3 juges se retirent, on peut imaginer que dans leur délibéré, eh bien, c'est dans cet espace qu'il va se... Faire un amalgame. Ah non, ce n'est pas un amalgame. Je ne pense pas que ce soit un amalgame. C'est dans cet espace qu'ils vont construire ensemble la décision. C'est ça la vraie collégialité. Ce n'est pas un qui décide et les autres qui disent « tu rédiges ». Ça peut être ça. Donc dans ce cas-là, c'est une fiction. On fait croire au justiciable qu'il a 3 juges, qu'il en a 5, qu'il en a 7, et que ça va être beaucoup plus intéressant pour lui et que chacun laissera à la porte sa subjectivité. C'est une fiction, ça. Mieux vaut peut-être un seul juge qui va se maîtriser, qui va avoir une capacité d'écoute, que 3 ou 5 ou 7, où les rôles sont déjà distribués. Celui-ci s'occupe du premier dossier, celui-ci du second. Je ne sais pas. Non, Toi qui as l'habitude du délibéré. Rassurez, madame, c'est que ce qui est une des richesses du cheminement judiciaire, c'est un certain nombre de règles cardinales. Par exemple, je crois que le débat judiciaire, il a une qualité intellectuelle par rapport à d'autres enceintes, c'est qu'il prévoit que chacun aura la parole, chacun a un droit à la parole et qu'on doit forcément écouter l'autre. Alors, l'économie peut être différente, mais il y a forcément dans un procès d'assises, tout doit être dit et tout peut l'être parce que systématiquement, le président, par exemple, sollicitera l'avis de l'accusé pour chacune des observations qui pourra le mettre en cause. Et quand on part délibérer, si les débats ont été bien menés, tout ce que chacun avait à faire valoir, la personne mise en cause, les victimes et leurs avocats qui vont formuler mieux qu'eux et théoriser en termes de droit, le réel pour le coup, eh bien ça, on l'emporte avec soi. Alors, il y a la procédure qui garantit cela. On avait des principes comme la collégialité qui étaient là pour justement, ce que disait Jean-Pierre, permettre qu'il y ait des sensibilités, des regards croisés. Et c'est vrai qu'un bon délibéré, c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Quand justement on croise qu'on apprend de la vision d'un autre, ah oui, ça, effectivement, c'est à prendre en compte, etc.
Et puis il y a aussi l'appel, donc on peut penser raisonnablement, quand on a eu des débats satisfaisants, que 3 premiers ont dégagé une solution, et qu'un autre collège éventuellement verra l'affaire, on n'aura peut-être pas la solution parfaite, mais en tout cas il y aura eu une dose au minimum d'humanité dans ce qui va être décidé. Après, est-ce que c'est la bonne solution, c'est autre chose, mais en tout cas, jusqu'à présent, je crois que ça pouvait fonctionner comme ça. On atteint une époque où on peut s'interroger. Mais vous savez, je crois quand même qu'il faut que vous ayez une image de la justice qui ne soit pas exclusivement liée à l'image du droit pénal. Si vous saviez à quel point l'étude de certains dossiers techniques est desséchante, il n'y a pas un brin d'humanité dedans. Ce n'est que de la technique. Lorsque vous restructurez 2 sociétés, lorsqu'il y a des opérations de fusion-absorption avec des conséquences fiscales, la personnalité, l'arrière-pensée, la sensibilité du juge, ce n'est que de la pure technique. Il faut que vous sachiez que c'est 75% des affaires. Les fameux débats qui font les délices des séries télévisées, voire de la fiction, parce que c'est vrai, il y a une chose qui est manifeste, c'est qu'il y a une fascination des écrivains pour les criminels. Hein, je veux dire. De tout temps, ça a été toujours le cas. Tu as cité des exemples. Stendhal adorait Le Rouge et le Noir. Hein, c'est une affaire criminelle au départ. Moi, je me suis beaucoup intéressé à Mesrine il y a quelque temps. Il a fasciné, lui-même était fasciné par la littérature. Ce que tu disais était parfaitement exact. Il s'était construit un personnage, il était fasciné par la littérature et il a fasciné des écrivains. Il y a cette espèce de fascination, mais ça n'est qu'une partie très, je dirais, réduite du droit. Vous savez, le droit, c'est arriver à une audience à 14h avec des avoués qui ont des dossiers comme ça. La collégialité, les juges disent vous plaidez, maître, vous déposez, nous déposons, on dépose, la majorité des avocats déposent, ils discutent de 3 trucs, on dépose, et le juge, il a un dossier qui est comme ça, et puis il va regarder la jurisprudence, il va regarder le droit applicable, etc. C'est fini de dire Monsieur le Président, etc. Oui, ça n'existe quasiment plus. Sachez-le. Sachez-le. Voilà. C'était dans les romans. Dans les romans. Dans les romans ou dans les séries. Justement, il y a un roman qui a un personnage formidable, parce que, qui a été Oui, en plus. qui est un escroc, Ouais. même plus qu'un escroc, un assassin, un usurpateur, un assassin, et qui devient un personnage totalement fascinant pour à la fois les littéraires et à la fois la justice. Carl Lemay, qui avait écrivait sur le grand chef Winnetou et qui faisait des conférences un peu partout en Allemagne pour raconter les Indiens. Et il n'avait jamais quitté son lieu natal et il faisait des conférences dans les universités. Oui, bah oui. Je crois que je ne sais pas ce que c'est que le droit, ni ce que c'est que la littérature, même s'il y a un ouvrage qui prétend dire qu'est-ce que la littérature, mais ce qui est certain, c'est que le droit et la littérature traitent des mêmes thèmes, ils puisent dans les mêmes thèmes fondateurs. Je crois que c'est là qu'il y a une jonction, elle doit s'opérer au plus profond. Le contrat, l'amour, le désamour, la haine, la vengeance, la malhonnêteté. Parce que moi, je pense à cette phrase de Julien Gracq à propos du roman qui nous dit si le monde n'était pas peuplé de femmes de petite vertu ou de femmes de rien, de voyous et de délinquants, à quoi vaudrait-il qu'on s'y intéresse? Ben, j'ai envie de dire ça, moi. Si la vie n'était peuplée que de gens parfaits, qui n'ont pas de vices, qu'il n'y a pas de crime, à quoi vaudrait-il qu'on s'intéresse au droit? Je crois que c'est ça la vraie question, sachant qu'il est bien entendu impossible. Le droit, c'est aussi peut-être se marier, acheter quelque chose, une voiture. Enfin, c'est finalement ce que vous dites. Là, c'est la définition simplement de l'humain. Là, vous êtes en train de poser entre vérité. Il me semble quand même que ce que vous avez dit, le droit, dans ce que vous dites, c'est que du langage. Et il me semble quand même, de ce que vous dites, ce que j'entends, c'est que le droit, il y a un langage performatif. C'est-à-dire, finalement, c'est peut-être ça. Et à un moment, vous avez évoqué l'esthétique et l'éthique. Peut-être que le droit serait du côté de l'éthique, de ce principe organisateur. Et la littérature, c'est pas performatif pour dessous, même si aujourd'hui, justement, il me semble qu'aujourd'hui, la réduction de la marge du fait de cet engouement pour ce qu'on peut appeler le droit
cette utilisation un peu perverse du droit a des effets sur la littérature. Je vous donne un exemple moi, que je trouve extrêmement intéressant sur une nouvelle forme de création. C'est aujourd'hui la pédophilie. Enfin, on sait que, je ne sais plus quel article, définit la pédophilie, ou en tout cas sanctionne le fait d'une représentation des mineurs dans des situations qui seraient... Enfin, bon, il y a cette notion de représentation de mineurs, fait qu'aujourd'hui on arrive à sanctionner de la création dans les jeux virtuels au motif qui est une forme de littérature, c'est une forme d'écriture, au motif que cette représentation pourrait aller jusque dans l'imaginaire. Et il me semble que quand vous parliez de réduction de la marge, moi c'est un petit peu ce que j'entendais, que c'est peut-être moins le droit qui s'appuie sur une forme de littérature qui serait plus ou moins, je ne sais rien, plus ou moins émotionnelle. Et ça c'est peut-être le plus mauvais côté du droit, enfin en tout cas, moi ce que j'en retiens, c'est le pathos, quoi. Ça intéresse peut-être que les avocats, peut-être les juges, mais finalement c'est peut-être un petit peu dangereux. Et je reviens sur ce que vous dites en disant, ça dépend peut-être des juges, ça dépend peut-être de la mise en scène. Bon, mais c'est très marginal. Mais je me demande si finalement il n'y a pas peut-être une sorte d'absorption de la littérature, enfin, du droit par la littérature elle-même, de sorte qu'il y a une sorte de consanguinité qui opère et qui permette d'interdire tout. Parce que vous n'avez pas évoqué la censure. Et moi je me demande justement, dans cette question de la marge, si la réduction de cette appréciation de la distance entre le droit et la littérature, à supposer qu'on sache que ça existe, enfin, qu'on ait une définition, quid de la censure? Lolita aujourd'hui, est-ce que ça passe? Nabokov, est-ce que ça passe aujourd'hui? Voilà, enfin, je sais pas, je pose la question, puisqu'on est dans cette mode, hein, c'est un phénomène quand même relativement... Vas-y, réponds. Non. Ça dépend. Moi, je réponds une chose. Je crois qu'il y a un marché qui joue de ça, un mainstream qui joue de ça, sur créer du scandale. Et on sait très bien, il y a 2 ans, il y a des livres qui sont sortis jouant explicitement sur cette question de la pédophilie pour pouvoir être censuré de façon à pouvoir se vendre. Oui. En même temps, au même moment, je connais un écrivain qui raconte une histoire d'amour réel avec une jeune fille et ça, c'est complètement à côté, sans doute parce qu'il n'a pas su se vendre, n'a pas voulu se vendre. Et troisième point, un monsieur comme un certain nombre d'écrivains qui écrivaient là-dessus se sont arrêtés de peur d'avoir des ennuis avec la justice. Mais je crois réellement que la question de la censure, à un moment donné, justement, j'ai un débat à amener sur la censure au cinéma, et dans quelques semaines, et il me semble que ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, Le Petit Soldat, qui est un film censuré à l'époque, parce que c'est sur la guerre d'Algérie, parce qu'il met en scène des gens de l'OS et du FLN. Or, c'est un film qui est strictement sur l'amour, la rencontre entre 2 êtres, et si on regarde bien le film, ce n'est strictement une histoire d'amour. Le reste n'est totalement anecdotique. Mieux, les héros le disent. Ils disent, on n'en a rien à foutre de ce débat, de l'Algérie française, de l'OAS, de l'FLN. Ce qui nous importe, c'est notre rapport. Oui, je ne dirais pas que je vous aime, etc. Ces plans magnifiques, c'est le grand moment d'amour entre Anna Karina et Jean-Luc Godard, qui est fondateur même du reste d'un certain type de cinéma qui va venir. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est, à partir de storytelling, justement, on sait très très bien que ces 25 scénaristes, notamment des juristes, des magistrats, des avocats, qui sont engagés comme scénaristes aussi, pour travailler, des psychanalystes, pour travailler sur le scénario qui va être le mainstream, c'est-à-dire et le mode de vie qui est proposé actuellement. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le mode de vie qui nous est proposé, c'est-à-dire derrière le drapeau, il y a le film. Et derrière il y a le film, il y a le mode de vie. C'était le thèse numéro 1 du plan Marshall. Et on le vit tous les jours.
Voilà. Hier, nous avons eu une audience avec Jean-Pierre dans laquelle nous avons une affaire de détention d'images pédopornographiques. Dans l'ordinateur de cette personne, il y avait des documents classés par fichier dont l'un s'appelait Lolita. C'est intéressant parce que quand vous voyez ce qu'il y a derrière le fichier Lolita, vous verrez qu'il n'y a pas photo, il y en a beaucoup, mais entre la production littéraire de Nabokov et puis ces productions iconographiques qui peuvent être des photos mais aussi des documents, production d'art graphique, on a dit ça, il y a la place, la censure elle n'est pas... Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas vous en tant que juge. Je veux dire Non, que là, non, mais même le risque... Oui, mais à la limite, ça c'est la face apparente de l'iceberg, et à la limite, c'est marginal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les profondeurs du droit. Ce que ça évoque dans ou l'autocensure, ou la manière d'une représentation qui pourrait être imaginarisée totalement. Et finalement, c'est un peu ce rapprochement entre ce qu'on évoque du droit et de ce que on pense la littérature. C'est l'effet finalement, c'est un peu le règne de la quantité, enfin c'est ça finalement, cette espèce de développement d'une production, d'un langage juridique qui du coup perd de sa neutralité pour devenir quelque chose qui relève du pathos. Moi quand vous me dites on joue sur l'émotion, ouais, voilà, mais vous avez employé ce terme de jouer sur l'émotion, et ça c'est au moment du procès, mais c'est peut-être pas là que se manifeste plus le droit. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, moi, ce collage un petit peu entre un écrit, une littérature, quelle que soit la forme de la littérature, en tout cas un récit, quelle que soit la manière dont il s'organise, et puis ce qui est ce discours performatif qui est finalement à du résultat. Le droit, c'est ce qui va apporter du résultat. Sinon, c'est pas du droit, justement. Et c'est peut-être ça que Gilles de Rais, entre ce qui est écrit et ce qui est... ça, enfin, on s'en fout. À un moment, ça produit quelque chose dans le réel, ou ça ne produit pas. Enfin, la littérature aussi, pas de cette manière prends aussi. mon livre et jette-le, Pardon ? c'est tellement vrai que il y a certaines phrases de la littérature qui, à mon avis, valent plus que des sentences de droit. Si, je suis celui qui souffre, qui s'est révolté, prends mon livre et jette-le, la famille est haïssable, il me semble que ça vaut des articles du Code civil. Ouais, vous n'aurez pas un petit gendarme qui viendra vous dire qu'il faut quand même l'appliquer. Il n'y a pas que le gendarme, il n'y a pas que le gendarme, il n'y a pas que le gendarme Oui, qui fait respecter la loi. Hein, on est bien d'accord. Non. Oui. Et il y a aussi beaucoup de textes de droit lettres mortes. Tout à fait. Alors, c'est intéressant. Oui. Et même une époque qui n'a pas, finalement, dans l'histoire des législations, où on produit des textes normatifs, y compris en procédure pénale, ou contre les élèves, on sait qu'ils ne seront jamais... absolument. Dans l'histoire du droit, vous n'allez pas trouver souvent des gens qui font l'investissement politique d'adopter des textes et qui ne seront jamais mis en œuvre. C'est extraordinaire. Dont les gens entendront parler, les citoyens d'un pays, en se disant « Mais alors on en est où là? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ?» Et c'est justement, c'est rien, c'est même pas la littérature. Voilà. C'est même pas la littérature, je crois que c'est ça. Non, c'est une production sans fin qui rassure. C'est comme si par cette production-là, on maîtrisait le réel. On est d'accord, on se rejoint tout à fait. C'est une manière de maîtriser, on voit sur les lois bioéthiques, etc., maîtriser des choses qui échappent. Et il n'y a plus aucun secteur de la vie qui n'échappe à ce regard juridique. Donc, on peut imaginer des lois sur l'évolution climatique, des lois sur les huîtres, des lois sur l'ombre des arbres. Tout est possible. Et tous les jours, on nous produit des textes qui visent à justement aménager, je reviens à ce terme, et prévoir le réel. Comme si les gens avaient peur de gouffres ou de choses. Et ce qui fait que souvent, on le voit dans des auditions, la spontanéité parce que, est dangereuse. Parce que le président pose une question et à partir de là, celui qui est au milieu de la scène, il utilise cet espace. Et ça peut être dangereux parce qu'il peut dire n'importe quoi.
au sens ébranler un petit peu les certitudes des uns et des autres, remettre en cause certaines choses, etc. Donc il va falloir rapidement le recadrer, soit en l'évacuant, en lui disant « vous avez dépassé la limite », ou alors revenons-en au fait, maître, ne lisez pas vos conclusions. Et un récit, comme je disais tout à l'heure, un récit un peu halluciné d'un viol sur plusieurs pages, et quand même laisse l'enquêteur dans une position de spectateur qui est dangereuse, psychiquement dangereuse. Parce que on ne peut pas, et c'est quand on voit certaines monstruosités qui feront l'objet de censure, on voit dans des dossiers une forme de barbarie, des faits extrêmement glauques, des images monstrueuses, etc. Et donc, c'est là-dedans que l'on peut trouver, parce que ça ne sera pas censuré, puisque c'est condamné, c'est l'enfer. C'est notre enfer à nous. On est d'accord, hein? C'est permis qu'à certains. Non, ça rejoint un peu cette approche de la censure. On a notre enfer. Et on le cultive, c'est entre professionnels, entre initiés. Montrer carte blanche pour accéder aux images dont parlait Jean-Michel tout à l'heure, rentrer dans les dossiers, rentrer dans des auditions où on a des faits de barbarie, des faits de violence, etc. Et on a la clé. On a la clé pour y aller. C'est notre enfer à nous. Mais on cadre tous les autres. Ça veut dire que l'enfer qui existe dans la bibliothèque, il existe maintenant. Non, mais je crois que vous n'êtes pas juste, parce que là, bon, il y a des magistrats ici, mais s'agissant de la censure, je crois que le droit, quand même, aujourd'hui, n'est pas, en tout cas dans notre pays, n'est pas très autoritaire à l'égard des... Il y a l'exemple de Bordeaux récent, Oui. Là, il y a eu une décision de justice rassurante sur la liberté, le champ ouvert aux créateurs, enfin. C'est ça. Non, mais c'est ça. Je crois qu'il faut le dire. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que quand on est dans une bibliothèque, et ce qui a été la nourriture des bibliothèques depuis l'origine des bibliothèques, et c'est ce que Umberto Eco explique, c'est la liste et la censure. Et donc la constitution de l'enfer. Et je vous juste une anecdote personnelle. Quand j'ai été promu bibliothécaire, la première des choses que j'ai demandé, c'est de visiter l'enfer de la bibliothèque de Limoges, qui existait. Effectivement, il y avait Bataille, il y avait Mein Kampf, il y avait Céline. C'est ce qui est, tout ça est très compréhensible. Je veux dire, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est simplement, c'était logique. Hein. La question a été posée, je peux intervenir, la question a été posée à ceux qui préparent la licence pro des métiers du livre. Qu'est-ce que c'est l'enfer? Et ils ont répondu, ce sont les mauvais usagers, les mauvais lecteurs. C'est vrai qu'on change le projecteur. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. De votre Merci. intervention.